Bonjour mes petits voyageurs du canapé, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne Flo face à la plume pour la résolution du concours de nouvelles Mets un pied dans l'atelier numéro 1 sur l'univers. Je suis très content de comment s'est déroulé ce concours. J'ai eu pas mal de participation, certaines retenues, d'autres non, c'est ce que je voulais. Après, j'espère que pour les prochains épisodes, j'en aurai encore plus. Je voulais en profiter pour remercier Combleu et Angelo de leur participation. Je retravaillerai le texte avec Combleu sur ce qu'elle a pu me proposer parce que c'était intéressant, mais c'était pas encore abouti à mon sens. Et j'ai incité Angelo à publier son texte sur un autre format parce que pour le coup, ça ne correspondait pas vraiment à ce qui avait été fait pour ce concours. C'était plutôt une tribune, mais qui était intéressante à lire. Donc, je l'ai incité à le publier par un autre biais. Maintenant, pour ce qui est des résultats du concours, j'ai décidé de donner 4 gagnants au lieu de 3 parce que j'avais des textes d'une diversité assez intéressante et que les univers étaient amenés de manière différente. Du coup, pour donner un peu un panel de ce qui avait été fait, j'ai décidé de garder 4 textes et du coup de vous montrer un classement top 4 au lieu de top 3. La quatrième place est remportée par GV Lejamtel, qui est une autrice que je suis sur Instagram depuis quelque temps, mais que je connais surtout dans la vraie vie, et qui m'a fourni ici un texte que je trouvais intéressant à vous présenter. Le texte, en l'occurrence, s'appelle L'humanité de la bête. Elle avait également fait une deuxième participation qui m'a un peu moins parlé, car l'univers zombiesque qu'elle me présentait n'est vraiment pas de mon ressort. C'est des choses que je ne lis pas, des choses que je n'apprécie pas, même si je pense qu'un public peut être trouvé que c'était très bien écrit. Mais avant de passer à la lecture du texte, je vais juste vous indiquer que en description de cette vidéo, je vais mettre les différents réseaux sociaux de l'autrice, ainsi que son Wattpad, sur lequel vous pouvez trouver actuellement en lecture et en bêta lecture d'ailleurs, en vue d'une éventuelle sortie, son roman Wild and Free. Je vous invite à aller faire un tour du coup sur son Wattpad pour bêta lire son livre, ce qui rendra un service important à l'autrice en vue de la sortie de ce roman. Maintenant, place au texte. L'humanité de la bête. Comme chaque matin depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, Raksha se leva aux aurores et, sans un bruit pour ne pas réveiller son épouse, il sortit de la chambre conjugale. Son habitation, des plus sommaires, ne possédait pas de pièce d'eau et il devait se rendre muni d'un vieux baquet de bois rafistolé jusqu'au ruisseau situé au fond du jardin pour y puiser de l'eau. L'air était frais et une bise glaciale faisait s'agiter les poils drus de sa fourrure. L'automne ferait bientôt place à l'hiver. Ses oreilles s'agitaient en tous sens, captant les sons de la nature s'éveillant, tandis qu'il remplissait son baquet. Qu'il eût été bon de posséder un tonnelet que l'on pouvait chauffer comme les familles les moins pauvres de Rakhmut. Malheureusement, il devait se contenter de se laver dans l'eau gelée du ruisseau. Il y rentra jusqu'à la taille et frissonna, avant de s'asperger le reste du corps. Sa toilette était simple, comme pour tout ce qui régissait la vie ici. Reprenant son récipient rempli d'eau, il retourna dans sa modeste chaumière. Il alla ensuite chercher de petits bois de chauffage dans la réserve et constata que celle-ci était presque vide. Il lui faudrait aller couper du bois aujourd'hui, afin de faire des provisions pour l'hiver. Armé de plusieurs bûches de bonne taille et de fagots, il ralluma les braises mourantes dans la cheminée. Lorsqu'un bon feu ronflant y flamba, il suspendit au-dessus de l'âtre le chaudron en fonte dans lequel il restait le potage de la veille. Toutes ces tâches domestiques incombaient normalement à son épouse, mais cette dernière venait de mettre bas il y a quelques jours à peine, et leurs 2 louveteaux nouveau-nés la fatiguaient bien assez comme cela. Basri, son épouse, sortit de la chambre à coucher, un enfant dans chaque bras, tétant les mamelles pleines et poussant de petits couinements, au moment où Raksha terminait les reliefs de son déjeuner. Il se devait d'être consistant, car ce serait le seul avant ce soir. Le soleil était à présent bien levé et ses rayons réchauffaient l'intérieur de la pièce, unique en dehors de la chambre. Il embrassa sa femme sur le front, s'empara de son équipement et quitta la maisonnée. Les journées se suivaient, mais pour autant, elles ne se ressemblaient pas. Le quotidien de Raksha consistait à procurer le confort minimum et de quoi vivre à sa femme et maintenant à ses enfants également. Aujourd'hui, il reconstituerait les réserves de bois. Demain, il irait probablement à la recherche de champignons et de diverses baies et racines pour garnir le garde-manger. Habituellement, il trouvait assez facilement de quoi les nourrir, lui et Basri, en quantité suffisante. Mais dernièrement, elle avait besoin de manger plus, afin de produire un lait de qualité pour que ses louveteaux deviennent grands et forts comme leur père. Il soupira.
La saison était bien avancée et les denrées se faisaient plus rares. Sa femme avait mis bas tard. Il ne savait pas si ce qu'il pourrait récolter lui permettrait de faire du troc avec les voisins sur la place du hameau. Tout fonctionnait comme cela à Rakhmut, par échange. On pouvait aussi bien échanger des biens que des services. La monnaie humaine n'avait que très peu cours à l'Aramachia, le pays des hommes bêtes, mis à part à l'Alaoué, la capitale et seule grande ville du pays. Encensé pour sa force physique, ou bien encore ses capacités de pisteur, il arrivait fréquemment qu'il soit sollicité par ses pairs, lui permettant de mettre un peu de beurre dans les épinards. Avec un peu de chance, quelqu'un aurait un travail à lui proposer, lui permettant d'acquérir des objets de maternité pour faciliter le quotidien de son épouse. Avec ses ruminations en tête, Raksha s'enfonça un peu plus dans le cœur de la forêt, afin de trouver de bonnes essences à découper. Il y passa toute la journée, jouant de la cognée et de la serpette pour remplir sa hotte, jusqu'à ce que celle-ci déborde dangereusement sous la charge. Le fardeau était lourd, mais il ne s'en plaint pas. Cela ne servait à rien, et le bois ne se rentrerait pas seul. Alors qu'il n'était plus qu'à une quinzaine de minutes du village, un bruit incongru attira son attention. De faibles pleurs retentissaient un peu plus loin. Après avoir cherché d'où cela pouvait bien venir, il découvrit un nouveau-né, emmailloté dans un linge sale, dissimulé dans les branches épineuses d'un arbre d'aubépine. Un nourrisson n'avait rien à faire là, et encore moins un bébé humain. Comment était-il arrivé là? Raksha se le demandait, car aucun humain ne s'aventurait jamais aussi loin dans le territoire des hommes bêtes. Il hésita longtemps sur la démarche à tenir. Les pleurs de l'enfant devaient déjà avoir attiré tout un tas de monstres qui n'attendaient que son départ pour faire de ce petit être un véritable festin. Était-ce là le mieux à faire? Laisser la nature choisir le destin de cette vie? Car après tout, les humains étaient les ennemis de son peuple, les traitant au mieux avec mépris lorsqu'il les employait comme des mercenaires et au pire comme esclaves. Si cet humain grandissait, il deviendrait peut-être un danger pour son village. Pourtant, il n'arrivait pas à s'y résoudre et à l'abandonner. Ce n'était qu'un nouveau-né d'à peine quelques jours. En rien il ne représentait une menace. Peut-être que s'il était élevé loin de son peuple, dans l'amour et la tolérance. Plus Raksha se rapprochait de sa maison, le petit humain serrait contre sa fourrure pour le réchauffer, plus il doutait de sa décision. Basri accepterait-elle de nourrir le petit et de le considérer comme un frère de portée pour ses enfants? Rien n'était moins sûr. L'instinct maternel pouvait rendre son espèce féroce et elle pouvait tout aussi bien déchiqueter l'enfant sans sommation si elle le pensait être un danger pour ses louveteaux. Mais ses inquiétudes étaient infondées, puisque, lorsqu'elle vit le nouveau-né, sa compagne le prit sans dire un mot des bras de son conjoint et le plaça entre ses deux fils. Sentant l'odeur du lait, il se mit à téter avidement. Voilà ce qu'il en est pour le texte de J'avais les Jamtel. Si il s'est classé seulement quatrième, c'est que je trouvais qu'il était très classique pour le genre fantasy. Vraiment, on retrouve le schéma narratif habituel. Après, c'est très bien fait, ça ouvre sur une histoire qui peut être très intéressante, mais pour un début, c'est assez conventionnel. Voilà pourquoi, comme j'ai été un peu moins surpris que les autres textes, je l'ai classé quatrième, mais que je trouvais un réel intérêt à vous le présenter. Pour la troisième place et la médaille de bronze, c'est Émilie B avec son texte Val Pilouri qui la décroche. Je ne vous en dis pas trop sur le texte, je vous en parlerai après. Je vous laisse le découvrir. Pour ce qui est de l'actualité de l'autrice, vous pouvez la retrouver sur Instagram et aussi sur YouTube. Je vous mettrai les liens de ces deux éléments dans la barre de description en dessous. Émilie présente 2 vidéos par semaine sur son YouTube qui parlent d'écriture, qui sont des vlogs d'écriture, des conseils d'écriture, plein de choses vraiment intéressantes. Je vous invite à aller le voir et je vous mets d'ailleurs le lien directement ici, en plus de dans la description. Vous pouvez aller voir tout de suite ce qu'il en est. Mais l'actualité principale de l'autrice est la sortie de son premier roman, La Vengeance des Immortels, qui a eu lieu hier si tout se passe bien pour la sortie de cette vidéo. J'ai eu la chance de bêta-lire ce roman d'urban fantasy qui est à destination essentiellement des adolescents mais aussi des adultes. Je ne lis pas ce genre habituellement et là j'ai été plutôt séduit par la plume de l'autrice. J'ai aimé l'univers dans lequel elle nous implante et surtout je suis tombé amoureux de la plupart de ses personnages, certains étant un peu détestables, il faut le dire. Mais j'ai vraiment apprécié comment elle construisait ses personnages et comment elle les faisait vivre en interaction. Il y a des choses très très intéressantes dans ce roman-là. Elle l'a beaucoup travaillé, je vous invite vraiment à aller le voir. Je pense que vous ne serez pas déçus de ce que vous allez découvrir.
Il s'agit d'un tome, d'une trilogie, le premier tome d'une trilogie. Donc, bonne lecture à vous. Je vous invite à aller voir tout de suite ce qu'il en est. Je mettrai également le lien vers le roman qui est disponible sur Amazon en brochet à 15 € et en e-book à 3,99 €. Place à son texte, Val Piluri. Val Piluri. Les heures s'enchaînaient sans que le soleil ne bouge. Il restait bas, comme s'il allait se coucher, mais ne passait pas le seuil de l'horizon. L'astre donnait une lumière feutrée aux collines verdoyantes et aux sapins suspendus. Les 6 collines du monde du dessous semblaient danser comme des vagues. L'herbe qui les parait se tortillait sous les bourrasques de vent, toutes dirigées vers l'étoile qui donnait la lumière du jour. De la fumée s'échappait de la cheminée de l'unique chaumière de pierre de ce monde. Un homme, ou plutôt l'homme, happait la fumée de sa pipe, accoudé à sa fenêtre, les yeux perdus vers le soleil, au même titre que les quelques tournesols qui ornaient ses parterres. Sa maison, postée en haut de la plus haute des 6 collines, semblait être le parfait promontoire pour admirer le monde du dessus. Cette parcelle s'était détachée du reste du monde à l'époque de la grande implosion. Comme les 10 autres parcelles de terre, elle s'était arrachée dans un tremblement de terre et avait lévité jusqu'à trouver sa place, juste au-dessus du monde des hommes. Nul ne savait réellement quelle créature peuplait le monde du dessus. Des sapins avaient poussé à l'envers, sur la partie terreuse de ce monde. Ils s'allongeaient de jour en jour, comme pour rejoindre les collines du monde du dessous par la cime. Au fil des siècles, des bâtiments ornèrent les extrémités du monde du dessus. L'homme appelait ce monde le Val Piluri. Parfois il entendait des cris stridents lui parvenir. Étaient-ce des animaux, ou une forme de vie semblable aux hommes? Personne ne le savait, puisque l'homme ne le savait pas. Les bâtiments du Val Piluri ressemblaient en tout point à la chaumière de l'homme, à un détail près. Au lieu d'être construits en pierre, les murs étaient faits de bois. Il y avait donc des arbres sur le Val Piluri, comme sur le monde du dessous. Peut-être que ce monde était davantage peuplé que celui de l'homme. Il y avait longtemps que plus personne d'autre que l'homme n'arpentait les 6 collines. Autrefois, c'était une importante route de passage pour les commerces entre villes. Au fil des années, la route de bitume avait laissé place à un chemin de terre, et les voitures à des charrettes tirées par les hommes. Aujourd'hui, plus personne ne traversait cette route, à tel point que la nature y reprenait ses droits. En réalité, on ne pouvait presque plus la distinguer, à l'exception de quelques taches blanches témoins des cailloux. Par-delà les collines, les plantes s'entrelaçaient. On ne voyait qu'un immense mur de végétation. C'était la jungle. Il n'y avait pas d'autre mot. Aucune personne sensée ne s'y aventurait. Et l'homme était une personne sensée, même s'il vivait seul depuis plusieurs dizaines d'années. Sa pipe terminée, il ferma les volets grinçants de sa demeure. Quelques bougies de toute taille formaient des halos de lumière. Le bruit de la trotteuse, dans son salon, était l'un des seuls témoins du temps qui s'écoulait. Le temps n'avait plus de prise sur ce monde depuis qu'il s'était morcelé. Il ne tournait plus rond, puisqu'il n'était plus rond. Un monde bien grand pour un seul homme. Chaque jour, il se postait à la fenêtre avec l'espoir de rencontrer un autre être vivant, en vain jusqu'à présent. Voilà pour le texte d'Émilie B. J'ai trouvé ce texte vraiment intéressant. Il implantait un univers un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Un personnage vraiment solitaire qui, semble-t-il, va avoir son quotidien bouleversé suite à une rencontre alors qu'il n'a plus l'habitude de rencontrer personne. Si j'ai classé ce texte troisième malgré tout l'intérêt que je viens d'évoquer, c'est que je trouvais qu'il manquait des petites choses pour avoir une clarté totale. C'est-à-dire, on implante du mystère, effectivement, mais je trouve que le fait que ce morceau soit détaché, où se trouve-t-il réellement? Est-ce qu'il est en lévitation autour? Comment il peut être en dessous? Comment les sapins peuvent se rejoindre? Voilà, il y a plein de choses que je ne comprenais pas. C'est peut-être voulu, mais moi, ça m'a légèrement gêné. Je me disais qu'un peu plus de clarté aurait permis de encore plus se projeter. Voilà, donc Émilie, si tu veux retravailler ce texte-là et en faire un énième roman, vu que je sais que tu travailles sur beaucoup, et ben, je pense que ça, c'est un des éléments, une des pistes de travail. Voilà, mais en tout cas, merci pour ce texte qui était très agréable. Jusqu'ici, vous avez eu 2 textes vraiment plaisants. J'espère que vous aussi, ils vous ont plu. N'hésitez pas à le dire dans la description. Et maintenant, on passe à la deuxième place. La deuxième place a été décrochée par un auteur dont je tairai l'identité car il ne sait pas encore s'il va utiliser son nom ou son nom de plume pour la sortie de son premier roman à venir. Ce que je vais vous lire est la préface de son roman. Pour donner quelques indications quand même, les initiales
son DN, comme ça il pourra se reconnaître. Et son texte s'appelle Préface. J'ai vraiment été ravi de découvrir ce texte, car pour le coup, je n'avais jamais communiqué avec l'auteur et j'ai vraiment découvert son univers sans en avoir parlé avec lui. C'est d'ailleurs le cas pour les autres aussi, mais là, je ne connaissais même pas la vision que pouvait avoir la personne de l'écriture. Donc, je me suis plongé dans sa préface et j'ai découvert le roman qu'il est en train de préparer. Et du coup, je pense que ça sera pour une sortie en 2021, de ce que j'ai pu comprendre. Si vous avez aimé la préface, de toute façon, je mettrai, les informations à jour par la suite. Cette personne n'a pour l'instant pas communiqué et pas créé de réseaux sociaux autour de son roman. Elle préfère avoir abouti le premier jet jusqu'au bout. Je crois qu'actuellement, la personne est sur l'étape de réécriture. Donc on devrait avoir quelque chose bientôt qui apparaîtra et je mettrai à jour du coup les contacts dans la vidéo et éventuellement le roman ensuite. Place au texte et on en parle juste après. Préface 07 This-World. Horizon restera probablement comme l'œuvre majeure de ma vie. Sa naissance est le fruit d'un travail acharné, porté par la passion des mots née de la lecture de fabuleuses histoires étant enfant. Mais avant de livrer d'autres détails sur cette ville, j'aimerais d'abord rendre hommage à toutes celles et ceux qui la peuplent. Il est vrai d'affirmer qu'elle a été façonnée par ses habitants, qui chaque jour la rendent un peu plus vivante. Elle a gardé ce côté assez particulier que peu de villes possèdent encore aujourd'hui. Loin de ces mégalopoles immenses, tentaculaires et sans âme où il est bien difficile de trouver sa place, Horizon est resté à taille humaine. Une cité urbaine où les individus se sont progressivement ancrés et se sentent désormais chez eux. Beaucoup vous diront combien il y fait bon vivre, et si vous souhaitez la découvrir, même le premier passant croisé au hasard d'une des rues vous confiera que l'on aime s'y promener, s'arrêter pour prendre un café en terrasse à La Belle Époque, faire une halte à La Fabrique de Souvenirs, et en sortir les bras chargés de cadeaux, ou bien demander une table pour deux au temps qui passe. On peut aussi arpenter ces grands boulevards et déambuler dans ces petites avenues, se plonger dans la lecture du livre que l'on vient d'acheter au Roi Lear, sur la pelouse du Parc des Pensées, puis trouver un passage secret dans une de ces étroites ruelles pavées. En résumé, Horizon est une ville où l'on apprécie l'idée de se perdre lorsque l'on finit par comprendre qu'elle est à l'image de la vie elle-même. C'est le chemin emprunté qui importe, non la destination. Au bout du compte, celle-ci demeure identique pour chacun, car c'est le même sort qui nous attend. La grande place, là où trône fièrement la fontaine d'Albâtre, est la pierre angulaire d'Horizon. Elle est très appréciée des habitants, mais rares sont ceux qui connaissent son véritable nom. Le marché qui s'y installe 2 fois par semaine est un rendez-vous incontournable. Impossible de visiter la ville sans passer devant un de ses étals. Vient ensuite la Couronne, l'autre nom du centre-ville, avec ses commerces de bouche et épiceries fines. Et c'est autour de cette couronne que s'articulent 4 grands quartiers, avec une particularité pour chacun. Voilà justement la source de la richesse d'Horizon, sa diversité. Au nord se trouve le quartier résidentiel, connu comme le plus mystérieux de tous. Surnommé la Citadelle, c'est l'unique partie de la ville qui compte encore des villas et lotissements pavillonnaires. C'est également là où siège l'immense Horizon Imperium, une salle de spectacle surmontée d'un dôme où se tiennent les spectacles, réceptions et autres événements qui rythment la vie nocturne de la ville. L'ouest d'Horizon est animé par le très dynamique quartier d'affaires, communément appelé le Miroir. C'est là où la plupart des bureaux et sièges d'entreprises sont implantés. Là-bas, parmi les buildings dressés tels des piliers de verre qui tutoient les nuages, le temps semble filer comme du sable entre les doigts. Au sud, le quartier industriel doit son appellation, la manufacture, à un grand nombre d'entrepôts et d'anciennes usines. Leur couleur rouge brique y est omniprésente et donne un certain cachet à ce pan entier d'Horizon où beaucoup d'artistes possèdent un atelier. À l'est, le quartier historique ou le musée, considéré comme tel parce qu'il abrite les derniers grands monuments de la ville, est l'endroit où l'architecture est la plus typique. Les dernières maisons à colombage y sont encore visibles. Mais comme beaucoup d'autres avant elle, Horizon a vécu une grande dépression dont les répercussions sont encore visibles aujourd'hui. La pauvreté demeure, obligeant certains à partir s'installer dans les bas-fonds alors que d'autres ont dû aller habiter non loin de la longue route, celle-là même qui marque la frontière entre les humains et les arbres.
Horizon est situé près d'une forêt qui s'étend sur des centaines de milliers d'hectares, mais l'emprunter reste le seul moyen de se rendre à Bellevue. Les vestiges d'une tour radio, aujourd'hui désaffectée, sont probablement à la portée de ceux qui oseront s'y aventurer. Horizon n'a jamais oublié que les gens qui y vivent sont comme ses enfants, car ils incarnent l'espoir. Ils possèdent tous au fond d'eux ce sentiment essentiel, même sans en avoir réellement conscience. Et si l'imagination gouverne le monde, alors Horizon s'érigera en capitale de l'espérance et elle finira par se refléter dans chaque construction, chaque œuvre, chaque individu, chaque visage et même dans la plus infime des bonnes actions. Bien évidemment, chacun est libre de puiser l'espoir là où il le souhaite, que ce soit dans ses souvenirs, ses convictions religieuses ou à l'intérieur de son propre cœur. Mais il arrive aussi qu'il se dissimule derrière toutes ces petites merveilles éphémères que la vie nous offre. Des plaisirs simples que l'on doit être capable d'apprécier à leur juste valeur. Prenons l'exemple d'un magnifique coucher de soleil qui aura peut-être le pouvoir de transformer chaque lendemain en un jour meilleur. Ou bien une promesse entre deux personnes qui se sont jurées fidélité. Ou encore de la venue au monde d'un petit être qui comblera à coup sûr ses parents d'amour et de joie, malgré les larmes. Mon message, dans le fond, est très simple. En dépit des jours sombres du passé et de ceux que l'avenir nous réserve, seul l'espoir subsistera, parce qu'il permet de se relever et se dresser contre le mal lorsque tout semblait pourtant perdu. Donovan James Berkeley. Voilà pour le texte de DN, la préface du roman qui est en train d'être rédigé. J'ai adoré ce texte sur cette ville Horizon, car elle regorge de détails sur la ville. J'ai vraiment pu me projeter dans cette ville. Et en même temps, il a l'air d'y faire bon vivre. J'ai adoré voir tous ces éléments-là. Je me projetais vraiment dans une vie là-bas plaisante. Mais malgré ça, l'auteur arrive à instaurer un mystère pour le reste. C'est-à-dire que on ne sait pas vraiment toute cette ville déjà. Puis, il y a la présence de cette immense forêt. Et en plus de ça, il cite une autre ville à laquelle on ne peut accéder que par une grande route traversant cette forêt qui a l'air un peu étrange. Donc je ne sais pas ce qu'il en est réellement. Est-ce que l'auteur va se concentrer sur sa ville ou est-ce qu'il va aller explorer ailleurs? Voilà, donc il y a plein de champs ouverts, il y a plein de champs du possible. Et une chose que j'ai trouvé géniale en plus, c'est que dans la préface, on s'attend à voir le narrateur, voire même l'auteur parler directement à son lecteur. Et là, à la toute fin, il y a cette signature qui nous fait comprendre qu'il s'agit d'une lettre en fait, d'une lettre sûrement d'un personnage, j'imagine. Et j'ai vraiment aimé se dire que après avoir lu ça, en pensant que c'est l'auteur qui parle de sa ville, ou bien le narrateur, on découvre que c'est quelqu'un qui y vit, qui en parle, et on se dit que cette vision-là est vraiment intéressante parce qu'elle nous en apprend déjà beaucoup sur ce personnage-là dès le début du texte. On a un univers bien implanté, un personnage qui a une opinion implantée, donc c'est un super début. Voilà, bravo et en tout cas bon courage pour la fin de ce premier jet et j'ai hâte de découvrir ça et de pouvoir communiquer sur les réseaux de l'auteur et sur le roman une fois qu'il sera fini. Et enfin, pour la première place, cette semaine, on a une grande gagnante, Mea Titus. Mea Titus est une autrice que j'ai découvert via l'Atelier des Nouvelles, puis ensuite via Instagram. Je vous mets d'ailleurs son compte Instagram et son compte Plume d'Argent dans la description de la vidéo. Elle travaille actuellement sur la réécriture de son premier roman, ainsi que sur la sortie d'un recueil compilant l'intégralité de ses nouvelles et textes courts qu'elle a pu rédiger jusqu'ici. On a hâte de découvrir ça. Pour revenir au concours, elle m'a présenté un texte qui s'appelle Autre réalité. Je vous laisse le découvrir et on en parle juste après. Autre réalité. Elle court vers moi et je la trouve magnifique. Ses gestes sont souples et d'une grâce impressionnante. Quel âge peut-elle avoir? 20, 30 ans? J'aimerais connaître son prénom. Elle est sublime. Son corps est élégant et musclé. Mais pourquoi court-elle? Je voudrais la rejoindre, mais je ne peux pas bouger. D'un coup, du sang recouvre son t-shirt, mais malgré ça, je ne peux m'empêcher de l'admirer. Ses cheveux ajoutent à sa beauté. Ils retombent délicatement de magnifiques boucles brunes au reflet cuivré. Elle semble paniquer. La peur traverse la plus petite partie de son être. Elle se précipite, trébuche, se raccroche à ce qu'elle peut, tente par tous les moyens de fuir. Malheureusement, la tache rouge qui grandit provient d'une blessure qu'elle porte au torse. Souffrante, elle ralentit, et un individu se rapproche à grands pas. Je ne distingue presque rien de lui.
à part un grand sourire qui s'étire tel un sadique sur son visage encapuchonné. Il jubile sûrement de la voir se traîner de la sorte alors qu'elle ne peut lui échapper. Mon regard se pose de nouveau sur cette femme ravissante. Ses yeux noisettes sont injectés de sang, sa respiration est saccadée et l'odeur tenace de sa propre mort se répand tout autour d'elle. Elle ose jeter un coup d'œil par-dessus son épaule et s'écroule, résignée. C'est fini, plus aucune chance d'en réchapper. L'homme pose son immense botte sur son petit crâne frêle. Pourtant, à quelques centimètres de moi, je ne peux rien faire pour elle et j'en suis tellement désolé. Elle est si proche que j'aperçois ses beaux traits fins et harmonieux. Mais la splendeur laisse place à la terreur. Ses hurlements sont déchirants, je ne peux même pas détourner le regard. L'étau se referme. Un magma rouge et grisâtre jaillit et se répand sur le sol. Le plus naturellement du monde, l'assassin sort un mouchoir, nettoie les éclaboussures et fait demi-tour. Son corps sublime gît sans vie. J'aurais aimé la rencontrer, connaître sa vie. Pourquoi devait-elle mourir dans de si grandes souffrances ? Mais je sais que c'est impossible. Existe-t-elle réellement ? Je n'en ai même pas la preuve. Il est temps de me réveiller et de subir les mêmes tortures que cette belle inconnue. 3, 2, 1. Mon réveil est loin d'être libérateur. Les images de la jeune fille me reviennent en boucle et mon estomac se soulève à chaque fois que je revois sa boîte crânienne exploser sous le pied de son meurtrier. Je me précipite dans la salle de bain et vomis tripes et boyaux. Une fois de plus, j'ai assisté impuissant à un crime abject. Le ventre vide, je m'appuie sur le rebord de la baignoire. Je suis épuisé. J'ai été faible et je me suis endormi. Pourquoi faut-il à chaque fois que je sois témoin de crimes si violents ? Pourquoi ne puis-je pas rêver de choses normales comme la plupart des gens ? Non, apparemment ce n'est pas pour moi. Et je sais que le plus dur reste à venir. Pour éviter de me mordre la langue et d'hurler à plein poumon, je retire mon t-shirt, l'enroule, le place entre mes dents et serre de toutes mes forces. Le supplice commence toujours par de petits fourmillements qui parcourent ma colonne vertébrale. Je m'agrippe à la faïence du lavabo et fais face au grand miroir. La peau de mon torse s'ouvre littéralement sous mes yeux à l'endroit exact où la femme aux yeux noisettes était blessée. Mon sang goutte et s'écoule le long de mon corps puis finit sa course sur le carrelage. Je nettoierai plus tard, de toute façon je suis paralysé par la douleur. Les secondes semblent interminables, je tente de penser à autre chose, mais sans succès. 2 autres blessures s'agrandissent sur mon épaule et dans mon dos. Je frissonne, j'appréhende la suite. Ma mâchoire est contractée autour de mon t-shirt, la pression se fait par vagues sur l'ensemble de mon crâne. Les palpitations augmentent encore et encore, puis un choc sourd, froid, immense, accompagné d'une souffrance au-delà des mots, me terrasse sur place. Je perds connaissance. Voilà pour le texte de Méatitus, vainqueur de ce premier Mets un pied dans l'atelier. J'espère qu'il vous aura plu tout autant qu'il m'a plu. Pourquoi il m'a plu ? C'est assez simple. Déjà, elle s'est affranchie complètement de l'aspect descriptif d'un univers. Elle l'a implanté par un autre biais, mais que je trouve tout aussi intéressant. Effectivement, on n'en sait pas encore beaucoup sur l'univers. On se pose même beaucoup de questions. Mais après tout, qu'est-ce qu'on veut sur un texte qui va introduire un univers ? Est-ce qu'on veut tout en savoir ou est-ce qu'on veut qu'il y ait une vraie part de mystère qui soit instaurée ? Et là, je trouve que Méatitus a réussi à instaurer cette part de mystère sans aller dans le descriptif, comme il est plutôt simple de le faire, comme je l'avais d'ailleurs fait dans mon exemple, et cette part d'originalité méritait d'être récompensée. De plus, cet univers est vraiment intrigant. Pourquoi ? Car on se demande déjà si le monde du rêve dans lequel se trouve le personnage est réel ou reste vraiment du rêve. Ensuite, on se demande quel est cet univers où quelqu'un peut subir les blessures à son réveil de ce dont il a rêvé. Et on se demande si le personnage est le seul à subir ce genre d'événement ou bien si c'est courant dans l'univers dans lequel il est implanté. Du coup, l'univers se dessine en pointillé derrière l'histoire qui nous a été donnée et j'ai vraiment apprécié cela. J'espère que Meatitus exploitera cet univers un jour pour que j'en sache un peu plus d'ailleurs. Et j'espère que l'intégralité des auteurs qui ont participé exploiteront leurs univers. Car l'intérêt de se mettre un pied dans l'atelier sur l'univers était de les pousser à créer quelque chose qui les intéressait et qu'ils allaient exploiter ensuite dans le cadre d'une histoire. Voilà, j'espère que cette restitution vous aura plu, que les 4 textes vous auront plu et on se retrouvera très bientôt
Je ne sais pas encore quand et je ne sais pas encore sur quel sujet pour un Mets un pied dans l'atelier numéro 2. Parlez de cet atelier autour de vous, que la prochaine fois nous ayons un maximum de participants et qu'on rende vivant cet atelier que je vous propose via la chaîne YouTube de temps en temps sur différents sujets qui vous permettront peut-être de vous accompagner dans les œuvres que vous êtes en train de créer ou que vous créerez à l'avenir. Merci beaucoup encore à tous les participants, à ceux qui ont regardé ces 2 vidéos. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne et à aller me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Facebook si vous n'avez pas Instagram. Je vous dis à très vite mes petits voyageurs du canapé et d'ici là, portez-vous bien.